Bonjour tout le monde, on se retrouve avec notre coach vocal préféré Richard Cross. Comme vous le savez, je pratique l'hypnose à des fins thérapeutiques pour déclencher le bien-être des gens. Et j'ai ouï dire, Richard, que toi aussi tu utilises l'hypnose. Vous avez caché ça à des fins pédagogiques. J'utilise l'hypnose, effectivement, en tant qu'outil pour créer une relation très intense avec le chanteur, sous certaines conditions. Dans la pédagogie, on est confronté à un problème particulier, c'est qu'on doit, par exemple, modifier le mouvement respiratoire. On doit modifier le mouvement de la langue, modifier le mouvement du palais mou, le mouvement des mâchoires, c'est-à-dire des choses qui, dans le corps, habituellement, sont actionnées de façon automatisée depuis bien longtemps. On ne s'est pas posé de questions quand on ouvre la bouche pour manger ou pour faire juste « ah », eh bien la bouche s'ouvre et puis la langue se positionne quand on parle. Tout ça, ça s'est mis en place très jeune de façon automatique. Et moi j'ai besoin, en situation pédagogique, de renvoyer la personne à des sensations, de la sensorialité, qui est automatisée et sur laquelle il va falloir désautomatiser pour réautomatiser autrement. Donc il y a un moment de passage entre l'ancien automatisme et le nouvel automatisme, où là, il y a un moment de conscience. Pour développer ce moment de conscience, j'ai besoin de saturer la personne, de la mettre dans une relation d'une très grande intensité, où tout va disparaître autour. La mise en transe. Ce que on peut appeler la mise en transe en hypnose, et que moi, de mon côté, en tant que prof, je vais parler d'une mise en... Alors je n'emploie pas le mot transe parce que c'est un mot très technique. Tu vas activer le cerveau droit, donc qui est le cerveau créatif. Voilà, c'est ça. Pour que les barrières du conscient et quand on en parlait des vieilles croyances et autres, se lâchent pour que la personne révèle son côté et je vais employer un autre artiste. mot pour le cerveau droit, parce que pour moi le cerveau droit c'est beaucoup plus que le cerveau créatif. Ça c'est une vision très restreinte, c'est beaucoup plus que ça. Le cerveau droit, enfin, on va être précis, la fonction droite du cerveau, parce que c'est pas uniquement lié à la localisation, mais la fonction droite du cerveau, ce qu'on appelle de façon comme ça, en résumant le cerveau droit, c'est surtout, avant tout, la présentation sensorielle, c'est-à-dire c'est l'accès, l'utilisation de la sensorialité avant qu'elle soit conceptualisée, c'est-à-dire la présentation sensorielle avant qu'elle devienne une représentation. Donc le cerveau droit, la fonction droite du cerveau, c'est l'accès à la sensorialité immédiate. Alors donc effectivement, c'est créatif dans le sens où là, il n'y a pas d'idée préconçue, donc c'est la sensorialité dans tout le pouvoir génial du poids de ce qui apparaît. C'est donc le présent, c'est aussi pour ça qu'on dit que le cerveau droit c'est le présent, parce que c'est pas le passé ou le futur, il n'y a pas de représentation, donc on ne pense pas au passé, on ne pense pas au futur, on est dans le fameux ici et maintenant qu'on trouve dans les méditations, dans l'ici et maintenant sensoriel. Et donc c'est aussi le cerveau émotif. Donc je pense que les gens vont ressortir plus, enfin, mieux s'exprimer. Alors ce n'est pas tout à fait, là encore je m'inscris un peu en faux par rapport à ça, c'est pas non plus le cerveau émotif au sens strict, parce que le cerveau émotif c'est une autre étape en dessous, enfin c'est une strate en dessous, mais disons que le cerveau droit étant, enfin la fonction droite du cerveau étant dans l'apparition de la totale sensorialité, derrière la sensorialité se cache effectivement, si je puis dire, le cerveau, le noyau limbique avec toutes les émotions, parce que les émotions, elles sont inscrites dans notre sensorialité, elles ne sont pas inscrites dans l'intellect, elles viennent de plus profond. Donc effectivement, de mettre la personne connectée sur ce que tu peux appeler le cerveau droit, ça permet à la personne tout d'un coup de ne plus penser et d'être uniquement dans la sensation. Et cette sensorialité, je la crée par ce que tu appelles une mise en transe, c'est-à-dire que je crée une façon d'être. La personne est debout. La personne est en général debout parce qu'elle est en situation de chanteur, donc elle est debout, elle n'est pas assise, elle n'est pas allongée, donc ce qui nous sort déjà de l'image d'Épinal. Tout à fait, qu'on dort en hypnose, etc. Voilà. Non, on peut être debout. Et on ne dort pas, on est très acteur. Et donc chanter, d'un coup elle et on chante. Voilà. Ou pas, d'ailleurs on fait des exercices très simples, on a un micro-objectif très précis sur la sensation de la langue, la sensation, voilà, on retrouve les techniques de l'hypnose, c'est-à-dire la surconcentration sur un point précis, l'évacuation de tout ce qu'il y a autour, donc il y a une saturation de l'esprit sur une zone très précise. Et au retour ensuite,
ça reste, le déblocage qu'il y a eu reste. Alors, Il en faut plusieurs. dans cet état hypnotique qui peut durer quelques minutes et parfois qui peut durer même le temps de tout le cours, parfois on peut arriver à maintenir la personne au moins 20 minutes, puisque comme on sait que les basculements du cerveau droit, cerveau gauche, durent à peu près 20 minutes, donc effectivement on peut avoir une séquence très très longue de 20 minutes où la personne est complètement emportée. Alors ça demande une très très grande tension pour le professeur, pour le pédagogue, parce qu'il faut porter la personne, maintenir dans cet état de très grande attention, sans jamais lui dire, donc jamais un chanteur depuis 35 ans ne s'est dit qu'il était en état hypnotique avec moi. Et, On va se méfier maintenant. c'est pour ça que on va l'expliquer avec des mots très simples. Je pense qu'il faut remplacer le mot hypnose par des mots simples comme hyperconcentration, hypersensorialité, hyperconscience, c'est-à-dire des mots qui finalement nous ramènent à une réalité très simple. C'est que c'est celle de l'enfant qui joue et qui est en train totalement imprégné dans son jeu et qui est tellement dans la sensation de ce qu'il fait que plus rien d'autre n'existe. Pour nous, l'inconscient, on dit qu'il a 4-5 ans. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça, un enfant de 4-5 ans. Moi, je connais un petit peu l'histoire. Tu peux peut-être nous raconter justement tout le savoir que tu as reçu et où tu l'as eu. Ah, d'où me vient cette connaissance de l'hypnose ? Pas n'importe quoi. Ça a été un hasard au départ, puisque moi je suis parti aux États-Unis à l'occasion d'un spectacle, pour faire des études, pour aller à l'occasion d'un stage de chant. Et puis finalement, voilà, je vais y passer un certain temps, et je vais, par le plus grand des hasards, me retrouver sur la côte ouest, et donc dans un endroit, une université qui s'appelle Stanford, dans laquelle je vais découvrir qu'il y a des gens qui parlent de choses dont je n'avais jamais entendu parler, et que l'ensemble de ces techniques qu'on va très rapidement appeler les thérapies brèves, pour employer le mot à la mode maintenant, ces thérapies brèves vont me fasciner parce que je vais, sans savoir que plus tard je serai prof, parce qu'à l'époque moi je suis juste chanteur, mais je viens là pour comprendre, moi en tant que chanteur j'ai beaucoup de problèmes, je me sens pas bien dans mon corps, je trouve que c'est compliqué, il y a plein de choses qui me sont difficiles, et donc je vais rencontrer ces gens, donc je vais aller rencontrer les créateurs de la PNL, notamment Bandler qui va être donc mon professeur en PNL, et puis je vais rencontrer les élèves d'Erickson qui est le grand maître à l'époque. Que j'ai failli croiser, il est mort en 80, moi je suis arrivé en 78 mais il était déjà, on ne le voyait plus, enfin j'ai pas eu la chance de le rencontrer, mais j'ai vu ses vidéos, je l'ai vu filmé par ses élèves, et donc je me retrouve face à des gens qui me racontent des choses extraordinaires sur comment fonctionne l'esprit humain, comment fonctionne la communication, la relation. J'avais déjà lu, bien entendu, avant de partir aux États-Unis, des ouvrages, à l'époque, dans les années 50, McLuhan, sur la communication, tout ça, j'avais déjà entendu parler. Mais là, je suis face à des gens, notamment Václavic, qui disent des trucs extraordinaires, notamment sur le langage corporel, que c'est pas le même que le langage des mots, et qu'il y a donc ce fameux paradoxe de communication dont parle Václavic sur ce que raconte le corps et ce que racontent les mots. Et tout ça, même si je ne le sais pas encore, va plus tard me servir en tant que professeur. Et c'est là où je vais découvrir en tout cas ces premiers outils dans l'hypnose, mais de façon ericksonienne. Et là, je pense qu'on est d'accord, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'hypnose, qui pour la plupart du temps, pour les gens, c'est l'hypnose de spectacle, avec l'hypnose clinique qu'on utilise dans les hôpitaux, et puis aussi l'hypnose au sens, en termes d'état modifié de conscience, où il y a des neurologues qui travaillent sur ces états modifiés de conscience. Et tu as donc développé toi tout seul, un des premiers, je pense, qui a fait ça, cette technique, ce qui fait que... Dans les années 83, je vais rentrer en France, enfin je rentre en 80, en 80 je vais devenir chanteur au Moulin Rouge, et dès 83 à 84, commencer à faire du coaching, tout à fait par hasard. Le hasard fera qu'une de mes premières élèves sera Annie Lennox du groupe Eurythmics. Bon, ça, c'est l'histoire, c'était pas voulu. Mais que je me suis retrouvé, ce qui est important de comprendre, c'est que je me suis retrouvé face à des professionnels qui avaient des contraintes d'immédiateté qui étaient très pragmatiques. Il fallait que dans 3 mois, dans 6 mois, ils soient sur scène, ils enregistrent leur disque, et ils avaient besoin d'un effet immédiat, il fallait tout de suite pouvoir les aider. Moi, Annie Lennox, elle est arrivée en 83, elle venait de faire son immense tournée suite à l'extraordinaire succès de Sweet Dreams, et elle avait fait plus de 500 spectacles en 3 ans, elle avait la voix dans les chaussettes, et il fallait trouver le moyen de tout de suite l'aider à régler son problème.
Et régler son problème, là, c'était des gens qui étaient le côté américain, enfin ils sont anglais, mais c'est le côté américain, pragmatique. Il faut trouver des solutions tout de suite. Et là, il ne s'agit pas de faire juste you, sans savoir où on va. Donc, naturellement, sans l'avoir réfléchi, j'ai utilisé toutes ces connaissances que j'avais apprises à Palo Alto et je me suis dit, il faut optimiser au maximum. Et j'ai même utilisé les outils, notre outil d'hypnose, que toi tu appelles la métaphore. Oui. Des histoires puissantes. Raconter des histoires, où j'ai même découvert que raconter des histoires était un outil extraordinaire qui, dans le cadre de la pédagogie du chant, fonctionnait aussi. Le but de la métaphore, en fait, c'est que notre conscient n'analyse pas, et c'est là qu'on ne peut que faire glisser énormément de toujours messages. renvoyer à la fonction droite du cerveau, c'est-à-dire toucher notre sensorialité immédiate, sans passer par les explications, sans passer par la rationalisation, sans passer par ce qu'on appelle la partie gauche, c'est-à-dire toute la construction, la représentation, la conceptualisation. C'est sortir du concept pour aller vers la perception, vers le percept. Et donc être tout de suite dans l'immédiat de la sensorialité qui est la base, nous, dans le chant. Un chanteur chante, quand on chante, il se passe tout d'un coup un ensemble d'actions physiologiques et un geste vocal qui doit s'installer, qui doit s'organiser et sur lequel on ne peut pas intervenir par la conscience facilement, parce qu'on ne peut pas modifier sa façon de marcher, on ne peut pas modifier sa façon de respirer, on ne peut pas modifier sa façon de bouger la langue uniquement parce qu'on le pense, surtout pas. On va la modifier parce qu'on va la sentir et que dans cette sensation, on va pouvoir modifier la sensation, mais pas par le cerveau gauche, mais par le cerveau droit. L'inconscient que Platon appelait la connaissance. La connaissance, oui, alors là, Platon nous renverrait sur une autre vidéo, peut-être un jour, qui est une autre histoire. Tu l'as connu? Non. J'ai plutôt connu Socrate, qui est un grand ami à moi. Et c'est pour ça d'où vient la fameuse appellation de ton école qui est professeur nouvelle génération, puisque c'est là, avec des outils beaucoup plus développés qui vont beaucoup plus loin de ce qu'on pourrait imaginer dans un cours de chant. Qui sont des outils qui peuvent faire peur si on n'en voit que la dimension clinique et médicale. Effectivement, on va dire comment l'hypnose, ça sert à soigner la douleur à l'hôpital. Non, l'hypnose, c'est aussi un outil pédagogique. Grâce à des outils très très simples que l'hypnose m'a permis de découvrir, on peut, en pédagogie, créer, modifier rapidement des mécanismes qui habituellement ne sont pas facilement modifiables parce que ça ne passe pas par la pensée. Ou avec beaucoup de temps, et dans l'hypnose on gagne comme dans l'hypnose on gagne du temps, voilà, de l'efficacité. Ouais, merci pour cette belle histoire qui nous permet de voir à quel point l'hypnose peut être large et peut obtenir beaucoup de résultats. Merci beaucoup Richard, merci. Prenez soin de vous, à bientôt.